du sonneur. Alors, nous partons dans les Landes où un projet de ligne à très haute tension a fait l'objet de sérieux rejets de la part de la population locale. Une population qui a eu du mal et qui a encore du mal à se faire entendre des autorités. Alors, je résume rapidement et puis on va donner la parole à notre invité. RTE, donc le réseau de transport d'électricité, souhaite mener à bien l'installation d'une ligne à très haute tension qui relierait l'Espagne à la France. Alors cette ligne devait passer d'abord du côté maritime et puis comme ça ne fonctionne pas, elle passera du côté des communes de Osgore, de Seignos et de Cap-Breton, donc à côté des habitations. Et là, RTE donc va enfouir dans le sol, à seulement 1 mètre d'enfouissement, c'est cette ligne à très haute tension, donc à proximité immédiate des habitations. Alors, beaucoup de questions se posent, questions sanitaires, écologiques, démocratiques, puisqu'évidemment, il n'y a pas eu de concertation. Et c'est pour ça, en réaction à cela, qu'un collectif citoyen s'est créé, le collectif Stop THT40, qui s'est créé pour mener la résistance. Bonjour Marie Larzac. Bonjour Clémence et merci de nous recevoir une fois de plus. Merci beaucoup à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate et présidente du collectif Stop. Non, je suis pas avocate. Mais... Ah d'accord, ok, bon, pardon. Je m'occupe effectivement de la partie juridique. Oh d'accord. Présidente du collectif Stop THT40. Et donc l'idée, là, nous vous avions déjà reçu pour parler, résumer un peu ce qui se passait. Vous pouvez peut-être nous raconter de nouveau pour que nos auditeurs comprennent bien. Et puis surtout, quelles sont les avancées ou les reculés depuis la dernière fois. Alors, comme vous l'avez bien expliqué, c'est une ligne à très haute tension qui va transiter 2000 MW, c'est-à-dire l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires, qui part de la centrale du Blayais, donc au nord de Bordeaux, et qui devait normalement être totalement maritime jusqu'à Gatica en Espagne, puisqu'on est sur une interconnexion. Malheureusement, nous avons à Cap-Breton ce qu'on appelle un gouffre, c'est-à-dire un canyon sous-marin, et RTE n'est pas capable de franchir ce canyon sous-marin. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des éboulements, ce qui est un peu logique dans un canyon, mais ils l'ont découvert après l'obtention des subventions et après que le dossier soit validé. Donc, à partir de là, ils n'ont rien voulu changer. Ils ont simplement voulu continuer ce projet en faisant un contournement terrestre et en impactant 5 communes, dont Seignos, Osgore, Cap-Breton, Pénès et Angresse. Donc, nous avons participé à ce que l'on appelle l'enquête publique, que ce dossier a quand même été validé en plein Covid, il n'y a eu aucune concertation, puisqu'on était plutôt sur un schéma totalement antidémocratique où il y avait quelques réunions par visio, le public était choisi, on nous coupait les micros, j'appelle pas ça une concertation. Donc, à la suite de cela, il y a eu l'enquête publique, qui là aussi était une véritable mascarade. On est vraiment sûr de la validation administrative, puisqu'on a 98% de la population qui s'oppose à ce projet en l'état, et le résultat, c'est un avis favorable, tout est bon, il n'y a pas de souci, continuez. Donc ensuite, nous étions rencontrés à peu près à cette période-là, l'enquête publique était terminée, nous n'avions absolument pas obtenu de réponse en ce qui concernait la problématique sanitaire, parce que c'est quand même une ligne expérimentale. Nous avions envoyé des courriers donc, directement au ministre de la Santé, qui n'a jamais pris la peine même de nous accuser réception du courrier. Alors, je précise, vous dites que c'est une ligne expérimentale parce qu'on n'a jamais expérimenté, utilisé une ligne à une telle tension, en fait, et surtout à ce niveau-là, si proche de la population. Et enterré en plus en zone urbaine. Ça n'existe absolument pas. Donc nous avions demandé au ministre de la Santé une enquête santé publique qui tienne compte de l'environnement dans lequel nous étions, parce que c'est quand même extrêmement important. On sait très bien qu'en toxicologie, c'est la relation dose-effet qui provoque, qui peut être dangereuse. C'est la dose qui va faire le poison. Donc si on nous sort là sur ce projet une dose qui est calculée par RTE, qui n'est même pas, je dirais, certifiée, sans tenir compte en fait des autres expositions que nous pouvons avoir, ça n'a aucun sens. Oui. Et ça peut être effectivement cytotoxique, parce que c'est la combinaison délétère des différentes sources qui peut provoquer un effet cocktail dangereux. Et bien ça, nous n'y avons pas droit. Par contre, derrière ça, il y a eu la signature de ce qu'on appelle des autorités
des autorisations environnementales. Et là, on a été extrêmement surpris parce qu'il faut savoir que pour obtenir une autorisation environnementale de destruction des espèces et des habitats protégés, il y a 3 conditions. La deuxième condition, c'est que l'État accorde cette autorisation qui va à l'encontre des normes réglementaires environnementales, s'il n'y a pas d'autres solutions alternatives. Or, nous nous battons depuis maintenant presque 2 ans et demi pour dire que ce tracé n'est pas acceptable, qu'il existe une solution alternative qui consisterait à longer l'autoroute A63 sur des terres qui sont déjà dégradées. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire, puisque le Conseil national de la protection de la nature, qui est quand même une instance scientifique reconnue, elle a été créée par le ministère de l'écologie, tient exactement les mêmes propos en disant que le tracé qu'il souhaite emprunter, un tracé maritime avec une sortie à Seignos et ce contournement terrestre, est incompréhensible et extrêmement impactant. Donc, nous, on part du principe que cette autorisation est totalement illégale, puisque signer une telle autorisation alors qu'elle ne remplit pas les conditions, ce n'est pas acceptable. Et justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avions soulevé plusieurs problèmes qui consistaient, il n'y avait pas que le problème sanitaire, il y avait aussi les problèmes environnementaux. Eh bien, dans cette autorisation, on s'aperçoit que rien n'est réglé, puisqu'on ne sait toujours pas, mis à part que Madame la préfète reconnaît que les dégâts environnementaux sont irrémédiables, mais que ce n'est pas grave parce que ça va se faire sous le contrôle de l'écologue de RTE, qui est donc le porteur de projet. Il y a toujours une corrélation quand même entre le résultat et le donneur d'ordre, dont le payeur. C'est exactement la même chose pour les risques. Il y a un risque de pollution en eau potable parce que nous sommes, nous, implantés sur un secteur extrêmement sensible au niveau de l'enjeu de l'alimentation de l'eau potable. Et bien là, le problème, on n'a aucune information là-dessus. On sait qu'il y a un risque, mais le risque n'est absolument pas évalué. Et l'autorisation est octroyée avec juste une mention, RTE demandera l'avis d'un hydrogéologue. Mais c'est pas après qu'il faut. C'est maintenant que nous avons besoin de ça. Et alors sur l'impact en milieu marin, par exemple, nous avions aussi soulevé le fait qu'il y avait un vide sidéral total sur l'étude d'impact en milieu marin. On a quand même ici, dans le gouffre de Gascogne, énormément de cétacés qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Et RTE avait répondu que non, il n'y avait pas lieu de faire des études d'impact en milieu marin puisqu'il n'y avait pas d'impact. Alors là, ils ont un peu changé. Non, mais c'est quand même intéressant que ce soit RTE qui réponde, alors que ce sont eux les premiers intéressés. Il faudrait une personne objective, une tierce personne dans cette histoire. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, non seulement ils répondent, mais ils affirment des choses, mais ils ne les justifient jamais. Et on ne leur demande aucun justificatif. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. Et alors, en ce qui concerne justement le milieu marin, eh bien, les préfets, puisqu'on est sur un arrêté interpréfectoral, ont réglé le problème en disant que ça permettra de faire un suivi sur les effets potentiels des champs magnétiques et donc d'améliorer la connaissance sur les potentiels risques. C'est quand même hallucinant d'entendre ça. Et en ce qui concerne la santé publique, ben là, c'est exactement la même chose. On ne nous donne pas d'études d'impact santé publique, mais on nous dit, rassurez-vous, il va y avoir un protocole de suivi qui, pour l'instant, n'a pas encore été défini, mais ce sera probablement une personne par commune, donc 5 communes impactées, 5 personnes qui seront choisies par RTE pour être suivies pendant quelques années. Mais nous, ce n'est pas ce que nous demandons. On n'est pas sur un champ d'expérimentation. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va tester en grandeur nature sur des humains qui habitent là et qui n'ont rien demandé. On va vous laisser là et puis on va voir dans 5 ans comment vous vous portez, quoi. C'est un peu l'idée. C'est vrai que c'est sympa. Oui. C'est vraiment. Alors le principe de précaution qui nous est toujours poussé à la folie, et je parle souvent de ces exemples pour les agriculteurs qui malheureusement doivent abattre des cheptels entiers parce qu'on a trouvé de la poussière autour de leur cheptel, pas sur leurs bêtes. On est toujours sur un principe de précaution poussé à l'extrême en France. Voyons ce qui s'est passé dans le Covid, vous en parliez au début. Et alors là, on parle véritablement d'un problème concret avec une ligne de super haute tension comme il n'a jamais existé. Vous peut-être rappelé d'ailleurs le nombre de volts pour que ce soit. Alors c'est une ligne de 400 000 volts. Il existe d'autres lignes de 400 000 volts. Ce qui est hors norme, c'est la puissance transitée. Cette ligne va transiter 2000 mégawatts
faut savoir qu'un réacteur nucléaire transite entre 900 et 1100 mégawatts. Donc on va marcher là à 1 mètre au-dessus de la puissance de 2 réacteurs nucléaires sans avoir aucune étude d'impact. On verra, on va voir. Il y aura un suivi qui sera fait. On va vous regarder. Oui, voilà, c'est ça. C'est horrible. Et donc, vous avez décidé de réagir. Donc, vous avez quand même, à l'époque, en tout cas, vous avez lancé des procédures juridiques, mais j'imagine que tout ça, à part s'il y a une mesure de référé, tout ça est très long. C'est extrêmement long et puis, bien sûr, il joue un peu là-dessus. Donc, effectivement, déjà pour porter les recours, le collectif n'ayant pas d'entité juridique, nous avons dû nous structurer en association, donc qui s'appelle Landes Aquitaine Environnement. Et nous avons effectivement attaqué l'autorisation environnementale que nous estimons tout à fait illégale, et nous avons attaqué également la déclaration d'utilité publique. Nous avons eu un premier, effectivement, référé suspension. En tout cas, nous l'avons déposé, mais le juge a pris ce qu'on appelle une ordonnance de tri, c'est-à-dire que sans aucun débat contradictoire, sans audiencer l'affaire, il a décidé qu'il n'y avait pas d'urgence et par conséquent, il a émis une ordonnance de rejet. Il n'y a pas d'urgence alors que ce chantier est en cours de construction, d'installation. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez quand même décidé de bloquer l'accès au chantier. Alors, nous avons bloqué l'accès au chantier tout simplement parce que nous sommes dans des procédures juridiques. Dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle un comité de suivi qui est piloté par Madame la préfète. Et Madame la préfète nous avait donc envoyé le rapport par lequel RTE s'engageait à fournir divers documents dont nous avions besoin dans le cadre de nos procédures. Donc ça, c'est un comité de suivi qui a eu lieu le 2 février. RTE devait les fournir pour le 28 février. Mais nous avons appelé Madame la préfète le 2 ou 3 mars. Elle n'avait rien. Et ce, jusqu'au 15 mars, nous n'avions strictement rien. Donc, ils se renvoyaient là-bas. La RTE disait non, mais moi, j'ai tout envoyé, ce qui était faux. Et puisqu'il a envoyé les documents le 9 mars. Et Madame la préfète, d'un autre côté, moi j'ai l'impression qu'elle conforte en fait RTE dans ses pratiques délictueuses et que malheureusement, en refusant de nous fournir des documents qui sont normalement communicables, elle fait une véritable obstruction au droit de la défense. Donc on a décidé, puisqu'on n'obtenait strictement rien, de bloquer l'accès au chantier en partant du principe qu'il nous interdisait de travailler nos recours et que par conséquent, tant que nous n'avons pas les documents, nous ne bougerions pas. La gendarmerie a bien sûr été... En fait, ce que vous voulez dire, c'est que la voie juridique étant bloquée dans vos explications par RTE, par la préfecture, eh bien, vous avez décidé de passer par la force, entre guillemets. Tout à fait. Et donc, nous avons bloqué ce chantier vers 9h le matin. La gendarmerie est arrivée, on lui a expliqué le problème. Ils ont appelé Madame la préfète et 10 minutes après, nous avions les documents sur notre boîte mail. Ah oui, d'accord. Pas acceptable, c'est quand même de la folie de devoir passer par de tels actes. Moi, je dis l'État est un pouce au crime dans ces cas-là. Et alors, ce qui nous a valu quand même d'être entendus et d'avoir 2 procédures judiciaires qui sont donc contre nous, une procédure diligentée par Madame la préfète, donc administrative, et une autre par Monsieur le procureur au pénal. Ouais. Et nous avons là les membres qui ont participé à ce blocage qui passent les uns après les autres pour être entendus. Et ça, c'est de inversion des valeurs. Ouais. Oui, c'est de l'intimidation. C'est-à-dire que nous demandons quelque chose qui est notre dû, et on se retrouve en garde à vue. Voilà. Oui, c'est malheureusement des scénarios qu'on entend assez régulièrement ici, finalement des victimes du système qui tentent de tous les moyens de se faire entendre et finalement, au moment où elles sont désespérées parce qu'elles ne se font pas entendre par des services défaillants, et bien là, à ce moment-là, la procédure fonctionne très bien et se retourne contre eux. Et on est vraiment là-dedans et c'est intéressant que vous disiez que l'État aujourd'hui est un pouce au crime. Mais je retiens l'expression parce qu'en effet, ça pose véritablement question. Donc là, vous en êtes à là, vous avez reçu le dossier, mais bon, les recours et tout ça, comme vous le dites, oui, nous déposons un autre référé contre l'autorisation environnementale, donc normalement demain matin. Nous devrions avoir la date
en fin de semaine et il devrait, s'il n'est pas classé avant même d'avoir été audiencé, nous devrions avoir une audience la semaine prochaine. Mais là aussi, en ce qui concerne la déclaration d'utilité publique, sur un dossier aussi important, quand on parle de 3 milliards quand même, nous prétendre que il n'y a pas lieu d'avoir une audience et un débat contradictoire et faire une ordonnance de rejet, moi, je trouve ça quand même assez inquiétant. Alors, je peux comprendre, hein, c'est un dossier extrêmement sensible, qui est beaucoup plus politique que juridique, mais justement, il faudrait peut-être remettre un petit peu de droit plus que des intérêts financiers et autres. Voilà, on est dans ce pays qui se prétend être un pays d'état de droit, justement. Merci beaucoup et bon courage, Marie Darzac, je rappelle, présidente du collectif Stop THT 40. Il y en a beaucoup ici dans le chat qui nous demandent comment on peut faire pour vous aider ou s'associer à votre combat. Est-ce que vous avez un site ou un compte Facebook? Oui, nous avons un Facebook, un Instagram et également un site. Tout est sur Stop THT 40. Donc c'est assez facile, on arrive à nous retrouver assez facilement. D'accord. Merci beaucoup Marie Darzac et à très bientôt. Tocsin continuera de sonner le tocsin pour vous et tous les autres sonneurs.